Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale législative consacrée aux enjeux du deuxième tour de dimanche dans 3 circonscriptions particulières du Nord-Pas-de-Calais. Nous coupons l'heure d'émission en 3 pour vous proposer 3 débats entre les candidats qualifiés. Alors, il y aura le duel PC-FN de la 20e circonscription du Nord, celle de Saint-Amand, dont le sortant est Alain Bocquet. Il y aura le combat FN droite de la 7e circonscription du Pas-de-Calais, celle de Calais, bien sûr, dont le sortant était le socialiste Yann Capet. Et tout de suite, direction le Touquet, la 4e circonscription du Pas-de-Calais, pour un face-à-face entre le député sortant Les Républicains, maire du Touquet, Daniel Fasquelle, et le candidat de La République En Marche, Thibaut Guilhuy. Bonjour messieurs. Avant vos échanges, la présentation de votre terre d'élection par Céline Rousseau et Isabelle Lefebvre. La 4e circonscription, la seule du Pas-de-Calais, détenue par un républicain, Daniel Fasquelle, maire du Touquet, qui brigue un 3e mandat. De Berck à Camier pour représenter cette frange littorale plutôt rurale, l'un des parlementaires les plus actifs de l'Assemblée nationale. 28 propositions de loi depuis 2012. Dans ce bastion de droite, un tandem l'a mis en difficulté. Thibaut Guilhuy, originaire d'Étaples, et sa suppléante Tiffaine Ozière, belle-fille d'Emmanuel Macron. Les deux En Marche ont réussi à faire bouger les lignes en arrivant en tête au soir du premier tour. Avec 4 points d'avance, le scrutin s'annonce très ouvert dimanche. Alors, il y a eu beaucoup de surprises dimanche soir dernier à l'issue du premier tour en Nord-Pas-de-Calais. Et l'une d'entre elles, c'est que dans votre circonscription, Daniel Fasquelle, et même dans votre ville, vous n'êtes arrivé que 2e derrière Thibaut Guilhuy, ici présent. À froid, messieurs, est-ce que vous diriez que ce résultat s'explique plutôt par un grand élan, une grande vague pro-Macron, ou plutôt par un désaveu partiel du député sortant, victime du dégagisme ambiant? On commence par vous, Daniel Fasquelle. Pour une victime du dégagisme, je me porte plutôt bien, puisque je fais 31% des voix. Et quand on voit ce qui s'est passé ailleurs en France, moi, je suis très heureux de ce score. On voit très bien que... Vous attendez premier, très honnêtement. Écoutez, le score, il est ce qu'il est. La République En Marche a fait le plein de ses voix, j'en suis absolument convaincu. Et on a déjà constaté que chez les abstentionnistes, il y a énormément d'électeurs de la droite et du centre qui, déçus de l'élection présidentielle, un peu déboussolés par ce qui s'est passé depuis quelques semaines, ne se sont pas déplacés. Moi, je suis convaincu qu'ils vont se déplacer dimanche prochain. Il y aura de bons reports de voix sur ma candidature parce que je suis un député actif à l'Assemblée et présent sur le terrain. Et vous verrez que dimanche prochain, la victoire sera au rendez-vous. Thibaut Guilhuy, vous avez largement profité de la vague pro-Macron. Nonobstant vos qualités personnelles, bien évidemment. Bien sûr, je pense que de toute façon, les Français sont cohérents. Et après le 7 mai, ils ont souhaité poursuivre cette vague de renouveau et accompagner avec à l'Assemblée nationale, donner une majorité forte à notre président. Maintenant vient aussi le temps du rassemblement. J'ai noté que Blandine Drin du Parti socialiste avait appelé à nous rejoindre, mais c'est aussi Benoît Dolé, qui était le candidat Plus debout la France, Front National, qui a aussi invité à ce renouveau, à ce renouvellement. Maintenant, moi je poursuis cette campagne, cette deuxième partie de campagne, parce que je note que l'abstention est encore très élevée, qu'il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas trouvé dans notre proposition suffisamment d'élan et suffisamment d'espoir, et c'est à ça que nous allons nous consacrer. Gardez la main brièvement. Comment vous concevez votre rôle de député et l'organisation nationale locale ? Le député, c'est évidemment celui qui a la responsabilité de faire la loi et donc d'accompagner le projet présidentiel. Mais c'est aussi le représentant de la nation et d'un territoire. Et donc, j'entends en fait être à l'écoute. C'était d'ailleurs le sens du Tchobus ou de tout ce que nous avons fait dans la campagne, d'être à l'écoute et de valoriser des initiatives. Parce que ce que je constate, c'est que nous avons tout pour réussir sur cette circonscription. Il faut donner les moyens aux gens de pouvoir le faire. Daniel Fasquelle, le gouvernement de Jean-Marc Ayrault avait fait voter en 2014. Je peux quand même réagir. Oui, mais là-dessus, je vous pose la même question et je poursuis sur comment vous allez vous organiser, vous allez voir. Donc, en 2014, Jean-Marc Ayrault a fait voter une loi anti-cumul pour faire disparaître le député maire. C'est ce que vous étiez, avec d'autres activités d'ailleurs politiques. Vous êtes le trésorier du Parti Les Républicains, vous enseignez en fac, bon bref, etc. Est-ce que les électeurs ne vous ont pas aussi dit que c'était trop pour bien s'occuper d'eux et du coup, qu'est-ce que vous allez modifier par rapport à la manière dont vous étiez député avant, si vous êtes réélu? Je travaille beaucoup. Personne ne le nie. Hein. Voilà. C'est pas le sujet. Oui. Si, c'est le sujet. Je travaille beaucoup et j'exerce à plein tous mes mandats. Mon mandat de député, j'ai été classé pour
pour la dernière législature, 5e député sur 577. Je suis présent sur le terrain. Toutes les personnes qui ont souhaité me voir ou mon suppléant, parce que je forme aussi un tandem avec Robert Terry, systématiquement on l'élimine alors que c'est un gars absolument formidable, c'est un apiculteur, un artisan engagé dans les associations et qui me soutient. Et donc on forme aussi une équipe tous les deux, on est présent sur le terrain, on a défendu tous les dossiers, on a défendu chacun qui venait nous voir. Oui, mais vous ne serez plus maire déjà, là, si vous êtes réélu. Écoutez, est-ce que c'est le débat et le sujet d'aujourd'hui? Oui, bien sûr. On débat de l'élection législative. C'est le sujet. Je suis candidat à cette élection législative, et si vous voulez parler du Touquet, il suffit de... Non, je vais parler du cumul, le cumul dans la fonction de député. Non, écoutez, vous m'avez posé la question de savoir si j'exerçais bien tous mes mandats. La réponse est oui. Et regardez le travail qui a été fait au Touquet. Je continuerai avec mon équipe jusqu'en 2020, peut-être plus à la place de maire. Mais je serai conseiller municipal, président du groupe majoritaire. J'ai été élu sur un projet avec une équipe jusqu'en 2020. Le Touquet est en train de se transformer. Cette ville va de mieux en mieux. Elle donne d'ailleurs du travail à l'ensemble du territoire. C'est important de le souligner. Mais quant au soutien, je veux quand même revenir un instant. Brièvement, s'il vous plaît. Non, écoutez, quand même, un candidat à La République En Marche qui revendique un soutien du Front National, je pense que c'est quand même, ça ne peut pas passer inaperçu. Et je pense que M. Guilluy vient de commettre, de ce point de vue-là, une faute politique. Mais moi, je ne vais pas aligner les soutiens politiques. On a vu ressurgir M. Léna, que j'ai battu 2 fois, qui est venu faire des déclarations. Vous savez, tout ça, les Français, ça ne les intéresse pas. Moi, mes soutiens, c'est Bruno Margollet, le président des marins-pêcheurs d'Étape. Mes soutiens, c'est Michel Dransart, ancien syndicaliste agricole, implanté dans le monde agricole. C'est Pierre-Georges Dachicourt, ancien président du comité national des pêches. Ce sont des commerçants, des artisans. Et d'ailleurs, on vient de lancer un appel décent en faveur de Daniel Fasquelle et de Robert Terry qui ne cesse de grossir. On verra. Et vous verrez des commerçants, des artisans. On verra dimanche si tout ce petit monde est au rendez-vous. Des chasseurs, mais ils seront au rendez-vous. Ils se mobilisent. Thibault. En ce moment, il y a un formidable mouvement. Vous savez, on voit qu'on veut faire venir des personnalités. On déséquilibre les temps de parole, je suis obligé de vous arrêter. Moi, je peux vous dire que les soutiens, je les ai, et ce sont des soutiens locaux et qui viennent de partout. On a compris. Qui couvrent tout le territoire et toutes les professions. Et vous verrez le résultat dimanche. Thibault Guilluy, vous dirigez ARES, un groupe associatif d'entreprises d'insertion par le travail qui est basé à Paris. Si vous êtes député, est-ce que vous lâchez votre travail ? Bien sûr, parce que cette fonction-là n'est pas compatible. Et disons que comme j'ai une conception de toute façon des responsabilités qui permet de faire grandir en fait les personnes qui sont dans mon équipe, la relève a déjà été préparée pour pouvoir me consacrer pleinement à ce mandat, puisque comme on le disait tout à l'heure, le rôle d'un député, c'est d'être très présent sur le terrain. Vous parliez de Bruno Margollet, c'est bien d'avoir des soutiens qui signent en bas d'un comité de soutien, mais j'ai échangé avec lui et puis j'ai reçu d'ailleurs pas plus tard qu'avant-hier un courrier du président du Comité national des pêches qui me remerciait de mon intervention auprès de Michel Barnier concernant le Brexit. Donc finalement, on a bien compris que vous avez tous les deux une belle réserve de voix. Voilà, on l'a compris. On va peut-être passer à autre chose. Je suis occupé bien avant vous. Voilà. Alors, écoutez, les inquiétudes ne sont pas totalement levées. Non, mais bien sûr que non. Elles ne le seront qu'en 2018, puisque je suis en contact avec Michel Barnier. Je l'ai appelé bien avant vous. L'annonce a été faite lors de l'Assemblée générale des marins-pêcheurs d'Étaples et il viendra en 2018 quand ce sujet sera sur la table. 2018, c'est quand même après-demain, Daniel Fasquelle. Regardons demain. J'étais vice-président. Non, mais attendez, il y a une mission d'information à l'Assemblée nationale sur le Brexit. J'étais vice-président de cette mission avec Claude Barthelone. On est allé à Londres, à Bruxelles et systématiquement, j'ai mis sur la table la question des marins-pêcheurs et vous pourrez le vérifier en lisant le rapport de l'Assemblée nationale qui a été rendu très récemment. Voilà. Donc, c'est un sujet comme tous les autres sur lesquels je me suis battu et sur lesquels je me battrai. On fait beaucoup de rapports, beaucoup de papiers et c'est vrai que moi sur le terrain, je pense qu'il faudrait mettre un petit peu vos paroles en cohérence avec vos actes, puisque produire de la loi, ça c'est sûr que vous en avez produit. On est passé de 8000 pages à 25 000 pages de lois et de règlements sur les 10... Si je suis à l'origine sur les 10 dernières années, vous n'avez pas échappé. Vous dites sur toutes les télés que vous avez produit 28 propositions de loi. Et aujourd'hui, pas en même temps, on ne vous entend pas. 28 propositions de loi qui relayent des préoccupations de mes concitoyens. Allez, messieurs. Vous n'allez pas le faire, vous, demain ? Tout à fait. Si jamais vous étiez élu ? Tout à fait, mais la loi... Le travail d'un député, c'est de relayer les préoccupations de ses concitoyens à Paris, et je crois l'avoir fait et bien fait. Il n'y a pas une personne, et vous ne la trouverez pas une seule dans la circonscription, qui puisse dire que si elle est venue me voir, je n'avais pas traduit sa préoccupation par un rendez-vous dans un ministère, par une question écrite, par une proposition de loi. Oui, j'ai fait mon travail de député, ne vous en déplaise, mais les dossiers locaux, je les ai tous soutenus. Voilà. Et je n'ai pas fait d'agitation, comme hier, par exemple, vos équipes l'ont fait à Fruges, alors qu'il y avait une école qui fermait. Moi, vous monopolisez la parole, Daniel Fasquelle, c'est pas correct. Je suis allé à Fruges,
directeur d'académie le matin et je suis arrivé avec des questions. Je ne suis pas arrivé avec des caméras pour faire des discours creux. Daniel Fasquelle, c'est pas démocratique ce que vous faites. Vous l'empêchez de parler. C'est pas démocratique. Propositions concrètes. Je réagis à ce qui a été dit. Vous voulez un débat? Non. On veut un débat, mais pas que vous monopolisiez la parole. Laissez-le répondre. Alors je vais laissez-le répondre. Laissez-moi terminer. Vous venez typiquement. Non, vous ne pouvez pas terminer. Vous avez la parole depuis le début. Là, ça y est, c'est bon. C'est à lui de répondre. Vous avez aligné tous vos soutiens. Vous avez aligné tous vos rapports. Vous avez aligné tout. Laissez-le répondre. D'accord. C'est intéressant, typiquement, l'exemple de Fruges, puisque c'est le risque d'une fermeture de classe de maternelle. C'est un problème que vous connaissez depuis le mois de février. Et c'est effectivement hier matin, parce que vous saviez qu'il y avait des caméras entre le premier et le deuxième tour, que vous êtes tout d'un coup animé et agité. Par contre, ce qui est certain, c'est que typiquement, sur ce type de cas, c'est là où les gens ne peuvent plus comprendre pourquoi on fermerait une classe parce qu'on ne comptabilise pas les enfants qui ont moins de 3 ans dans cette classe maternelle et qui va faire que ça va bloquer derrière, poser des problèmes au niveau de la crèche. Donc, nous aussi, nous allons alerter, mais évidemment, nous attendons la fin du scrutin et le 19 juin pour pouvoir régler les problèmes que vous n'avez pas réglés depuis 3 mois. Si vous aviez... Alors, je ferais juste allez-y, répondez, on passe à autre chose après. Si vous aviez lu mon bilan, vous auriez vu que je fais la liste de toutes les fermetures de classe que j'ai évitées depuis 5 ans. Donc, je ne me mobilise pas pour une fermeture de classe parce qu'il y a des élections. Et je suis arrivé hier, après avoir vu l'inspecteur d'académie le matin à Arras, j'ai fait 2 heures de voiture pour le voir et je suis arrivé avec des propositions rassurantes pour les parents sur un dossier sur lequel je me bats parce que cette fermeture de classe n'aura pas lieu, ne doit pas avoir lieu. Et j'en ai pris l'engagement hier et vous verrez qu'elle n'aura pas lieu. On a envie de c'était pas du flanc, c'était pas du baratin. Moi, je suis arrivé après avoir bossé mon dossier avec des vraies réponses. Voilà, on a envie de vous entendre sur un sujet d'actualité puisque le gouvernement a attaqué la moralisation de la vie publique en préparant 2 lois et une révision de la Constitution. C'était au menu du Conseil des ministres ce matin. Alors, il y a eu les cas Cahuzac, Balkany, Dassault, Fillon qui justifiaient d'aller plus loin dans l'obligation de contrôle des élus et de transparence. L'affaire Ferrand est venue tout compliquer et voilà que le Conseil d'État censure ce qui concerne finalement le financement des partis politiques. Bon, ça démarre moyen, mais globalement, est-ce que ça va dans le bon sens? Et puis on verra la question précisément des députés tout de suite après. Cette loi-là est évidemment une priorité, la première chose à faire. Parce qu'on ne peut pas demander aux Français de s'engager sur une transformation radicale du pays qui va nécessiter évidemment que chacun se mobilise sans d'abord commencer à montrer l'exemple. Donc remettre de l'exemplarité en politique, il en est bien temps. Donc supprimer la Cour de justice de la République qui faisait une justice à 2 vitesses pour les parlementaires, c'est une bonne chose. Supprimer les régimes spéciaux de retraite que vous aviez votés pour que nous soyons au même régime que les autres, c'est une bonne chose. Devoir justifier, mais ce qui me semble être du bon sens évident, de l'ensemble de ces dépenses devant les citoyens, c'est une bonne chose. Et évidemment, à la fin du cumul des mandats, qui fait qu'aujourd'hui, on exerce plutôt des potentats locaux et on recherche plutôt à préparer la prochaine élection plutôt que de servir les habitants, c'est une bonne chose également. Vous trouvez que ça va dans le bon sens Je trouve que la dernière remarque, elle tombe complètement à plat. S'il y a bien quelqu'un qui ne s'est pas préoccupé de sa réélection et qui s'est battu sur les dossiers chaque jour, c'est bien moi. Mais pour le reste, par exemple, la création de l'agence d'attractivité. Là, pour le coup, laissez le répondre. Voilà, pour le reste, non, attendez, vraiment, franchement, on peut débattre de tout et voilà, votre candidature est archi légitime et je vous écoute, mais franchement, voilà, me faites pas le procès d'un député qui travaille pas à l'Assemblée. Non, la question, est-ce que vous êtes d'accord? Parce que là, ça tombe complètement à plat. Daniel Fasquelle, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que ça va dans le bon sens? La fin de la réserve parlementaire. Je vais vous répondre. Moi, je suis tout à fait prêt à voter cette loi. Je suis celui qui a posé la question à Jérôme Cahuzac et qui a déclenché, on s'en souvient, on l'avait même diffusé sur notre antenne. Puisque c'est à moi qui répondais les yeux dans les yeux. Je suis trésorier national des Républicains. Immédiatement, j'ai rendu public les comptes du mouvement et je l'ai été transmis aux journalistes. Nous sommes le seul parti politique à être complètement transparent et vertueux sur ces questions. Et je crois avoir géré avec beaucoup de rigueur et beaucoup de transparence les comptes de mon mouvement. Et je crois qu'on doit cette transparence et cette rigueur à nos concitoyens. La fin de la réserve parlementaire, ça ne vous pose pas de problème? Je vais vous donner un exemple. Vous savez, il y a par exemple au Touquet, il y a les cabines de plage. J'ai attendu 9 ans pour avoir la mienne. Je me suis mis sur la liste d'attente et j'ai attendu comme tout le monde. Et les gens ne voulaient pas le croire en disant oui, mais le maire, il a bien... Non. Donc je crois que, si vous voulez, on doit avoir
de par son comportement, donner l'exemple, être exemplaire, rigoureux. Donc vous êtes prêt à transparent. voter? Je l'ai toujours été, je le serai demain, et je suis prêt à voter cette loi, parce que je pense qu'aujourd'hui la démocratie est malade. Le fossé s'est creusé entre les élus et nos concitoyens, et il faut effectivement aller beaucoup plus loin en matière de rigueur et de transparence. C'est vous dire qu'il y a un certain nombre de textes. Moi, je suis tout à fait ouvert à la discussion. Je serai attentif aux propositions du président de la République et du gouvernement, et je voterai un certain nombre de ces textes, à commencer par celui-là. Précisément, une partie de la droite, élue et responsable, s'est déclarée Macron compatible sur bien des sujets économiques et sociaux. Alors, pas sur la hausse de la CSG, pas sur la suppression de la taxe foncière, par exemple, mais sur la réforme du Code du travail. Êtes-vous tous les deux d'accord pour faciliter les licenciements, inverser la norme en faveur des accords d'entreprise ou limiter les indemnités prud'homales? Vous y êtes forcément d'accord. Expliquez-nous pourquoi ça vous paraît intéressant, et vous nous le direz tout de suite après aussi. Tout à fait. Derrière la loi travail, alors d'abord l'inversion des normes, c'est anticonstitutionnel, donc c'est pas quelque chose qui est envisagé. Par contre, de redonner la possibilité de renforcer le dialogue social et de redonner la possibilité d'accord sur l'organisation et la façon d'organiser le travail au niveau des entreprises, ça c'est une bonne chose. Il faut refaire confiance à l'intelligence collective. C'est libérer d'un côté les énergies et protéger ensuite. J'étais juste avant ce débat justement avec les représentants syndicaux de Valeo, qui est la grande usine évidemment de la circonscription, et qui disait déjà les effets positifs, vous voyez, de la loi El Khomri sur le fait que ça a permis de libérer, de faciliter les recrutements. Maintenant, il faut aller plus loin parce qu'aujourd'hui, le dialogue social est souffreteux en France et il est temps de le restaurer pour pouvoir organiser un dialogue un petit peu à la manière des pays du Nord qui essayent de bâtir ensemble et de favoriser le développement des entreprises et de l'emploi. Vous évoquiez la modification de la Constitution. S'il a les 3/5 avec une forte majorité absolue au Parlement, Emmanuel Macron, il pourra réviser la Constitution. Oui, mais c'est pas l'ordre du jour. Non, mais bon, Daniel Fasquelle, sur le Code du travail, est-ce que vous suivez ce qui est dans les tuyaux? Valeo, c'est une entreprise que je connais très bien. Et moi, je suis très fier, par exemple, que le système qu'on met maintenant dans de nombreuses voitures, vous savez, de stop and go, qui fait que quand on s'arrête au feu rouge, le moteur se coupe, eh bien, ce système, il a été inventé à Étaples-sur-Mer par les ingénieurs de Valeo. Et c'est une entreprise qui, à un moment, était en difficulté, qui a failli délocaliser. On s'est battu avec les syndicats, avec les employés, pour que les emplois restent à Étaples. Et aujourd'hui, cette entreprise, elle est durablement maintenue à Étaples. J'étais dans le cadre du salon de l'automobile, j'étais aux côtés des dirigeants de Valeo il y a encore 2 mois. Du côté des dirigeants, des syndicats, j'accueille le comité d'entreprise chaque année dans ma commune, par exemple, pour l'arbre de Noël. Donc je les connais, je les vois, vous en faites pas. Sur la réforme du Code du travail, vous ne donnerez pas de leçons sur ce point non plus. Sur la réforme du Code du travail, moi je suis prêt à la voter, mais je dis attention, parce que vous parliez de la loi El Khomri. Moi au départ, j'étais prêt à la voter. Et puis petit à petit, elle a été vidée de son contenu, ce qui fait qu'à la fin, effectivement, nous ne l'avons pas votée. J'espère que on ne va pas reproduire le même schéma, sachant que ceux qui sont aujourd'hui derrière la loi travail qu'on nous prépare, c'était pour beaucoup ceux qui étaient à l'œuvre s'agissant de la loi El Khomri. Donc moi je dis attention, il ne faut pas dénaturer et défigurer le texte. Mais je suis favorable à plus de flexibilité pour les entreprises, à condition qu'il y ait plus de sécurité pour les salariés. Puis il y a un certain nombre de sujets sur lesquels je trouve qu'on ne va pas assez loin. Le compte pénibilité, moi je trouve que travailler, ce n'est pas par définition pénible, c'est une complexité dont ne veulent pas les entreprises. Allez l'expliquer à ceux qui travaillent comme auxiliaires de vie, allez l'expliquer aux ouvriers de Valeo. C'est un élément. Pénibilité dans le travail, c'est quand même quelque chose d'assez surprenant. Non, on pourrait appeler ce compte autrement, et je pense que c'est un élément de complexité. Toutes les entreprises s'en plaignent. On est les seuls au monde à avoir mis en place ce bazar, des mots très compliqués. Donc je pense que sur ce sujet-là, il y aura un débat. Sur les prélèvements au travail. Madame Marchand, vous pourriez aussi intervenir quand je suis coupé. Je l'ai fait tout à l'heure. Très bien. S'agissant des prélèvements à la source, du prélèvement oui, c'est reporté à 2019. Moi, je regrette que ce soit reporté. Et c'est la fin, là. Non, mais on est là dans une période électorale où on a tendance quand même à repousser un peu les problèmes plutôt que de les traiter. Il y a aussi la question du chèque syndical. Non, mais vous n'allez pas passer tout en revue parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Il y a 3 points. On arrive à la fin de l'émission. Mais j'ai travaillé déjà sur le texte. Il y a 3 points sur lesquels j'aurai des amendements à déposer dès la semaine prochaine quand je serai élu député. 10 secondes, trop forte majorité qui risque de tuer, d'étouffer la démocratie et les institutions. Vous craignez ça, que vous ayez trop de majorité? En 10 secondes.
On va avoir l'Assemblée nationale la plus diverse qu'on n'ait jamais connue depuis le début de la Ve République, avec la parité des hommes et des femmes, et puis surtout des gens qui ont exercé à peu près tous les métiers, des entrepreneurs, des chefs d'exploitation agricole, et des gens surtout qui ont la liberté, qui ne sont pas accoquinés avec un parti ou un autre, mais qui ont leur liberté de penser. Et donc effectivement, nous avons un projet cohérent, il faut donner une majorité forte à ce projet cohérent, et ensuite le défendre, le construire, parce que nous croyons à la concertation et à l'intelligence collective. Vous avez fait vos 30 secondes de conclusion. À vous, Daniel Fasquelle. Non, moi je crois que demain, il faut justement, non pas des députés qui ont prêté allégeance au gouvernement En Marche et qui vont voter, ici sont engagés, tout ce que le gouvernement proposera. Les députés demain d'En Marche, ce seront des députés malheureusement, le petit doigt sur la couture du pantalon, et qui seront aux ordres du gouvernement. Moi je pense qu'il faut au contraire des députés de terrain, expérimentés. L'expérience, ça compte. Le travail, ça compte. Voilà. Et demain, la liberté, c'est dommage que vous m'ayez coupé pour ma conclusion, monsieur Guilluy. Le débat est terminé, nous sommes à la fin de l'émission. C'est vraiment dommage de m'avoir empêché de conclure. C'est vraiment dommage. Voilà. Donc, le débat est terminé. On vous remercie évidemment tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Merci. Place à un autre duel. On change de département. On quitte le bord de mer pour l'intérieur des terres du Nord. Gros plan sur la 20e circonscription, celle de Saint-Amand-Rem, où se joue dimanche une partie de l'histoire politique de la région, puisque ce secteur est défendu depuis 1936 par un député communiste. Alors, suivez ce rappel de Céline Rousseau et Isabelle Lefebvre. Jamais la 20e du Nord n'a échappé aux communistes et depuis 1978 à Alain Bocquet, maire de Saint-Amand-les-Eaux. Après 9 mandats, sa succession est ouverte et il a choisi son poulain, conseiller municipal et numéro 1 du PC du Nord, Fabien Roussel, dont il est le suppléant. L'héritage de cette circonscription, mi-rurale, mi-urbaine, a été convoité par un autre communiste, le premier adjoint amandinois Éric Renaud, battu au premier tour et désormais rallié. Le PC en tête d'un petit point devra faire face au Front National, représenté par Ludovic Dedanne, un Parisien de 41 ans, conseiller aux affaires internationales du FN, inconnu dans la région.